écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif, toujours confiné, mais confiné avec la bonne humeur, vu que nous avons le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Abdullah Fili. Alors Abdullah Fili, c'est un professeur d'histoire à l'université de Jdida, c'est bien ça? Exact. Et c'est pas seulement ça, c'est également quelqu'un qui a fait une sorte d'exploit archéologique en recevant un prix remarquable par rapport à ses découvertes. C'est Abdullah, bienvenue à vous. Merci beaucoup, Serad Allali. C'est un plaisir de participer à ce programme qui enrichit la connaissance historique et l'ouvre sur le plus grand nombre. Eh bien, on l'espère. Alors déjà, pour commencer, dites-nous un peu le prix que vous avez reçu, une sorte de ballon d'or de l'archéologie, c'est ça? Je dirais pas ça. C'est un prix effectivement très connu en France notamment. Et partout dans le monde parce que les décerner chaque année un projet, c'est le prix d'El Duca. C'est le plus grand prix d'archéologie au monde et qui valorise en quelque sorte un programme de recherche. C'est la première fois que le Maroc le reçoit en 2015 grâce au projet de la mission archéologique d'Iguiliz, dirigé par Ahmed Tahiri de l'INSAP, Jean-Pierre Van Stevel de la Sorbonne et moi-même. Et vous avez découvert quoi dans cette Et donc, ce prix vient récompenser en fait la découverte de le lieu de naissance et de lieu de départ du mouvement almohade, qui d'habitude est relié à Tinmel, dans le Haut-Atlas, mais en réalité, le départ du mouvement almohade se situe un peu plus loin, à 170 km à peu près au sud, mais sur la même latitude pratiquement, à Iguiliz, dans la région de Tourmart, au sein de la tribu des Harra, Arghan en berbère, qui ont en quelque sorte supporté le mouvement de l'un des leurs, le Mehdi ben Toumart, pour conquérir le pouvoir et donc mettre à mal la dynastie almoravide. Eh bien justement, c'est ça le passant rentré que j'attendais, vu qu'aujourd'hui on va parler non pas des Almohades et de Ben Toumart, content d'avoir son lieu d'origine et de corriger l'idée reçue. Mais aujourd'hui, on vous a appelé pour nous parler des Almoravides, les Morabitoun, qui n'ont pas régné très longtemps, un peu comme les Almohades, mais qui ont eu un impact immense, qui ont construit un empire monumental. Je pense, je sais même pas, on va juste dire aux gens qu'il a recouvert évidemment tout le Maroc actuel, la Mauritanie, une partie du Mali, la moitié de l'Espagne actuelle, la moitié du Portugal, il y a un bout du Sénégal même qu'on peut ajouter, un bout de l'Algérie. Donc une dynastie importante avec comme chef de file, tête de proue, le nom qu'on a retenu, nous les néophytes, c'est Youssef Ben Sechfin. Et vous êtes le spécialiste des Almoravides. Alors dites-nous comment vous voulez commencer votre récit, s'il vous plaît. J'abonderai exactement dans le même sens que vous, c'est-à-dire en fait c'est un État, un véritable État, avec réellement pour la première fois la réalisation de l'union au niveau du Maroc, bien évidemment, entre le sud et le nord, jusqu'au-là complètement émietté par des pouvoirs locaux, et notamment des pouvoirs qui sont en relation directe avec des tribus, un tribalisme dominant jusqu'à pratiquement l'avènement des Almoravides, où effectivement la tribu devient beaucoup plus dominante et couvre pratiquement à la fois le sud de Sahara jusqu'à l'Andalousie, une expansion jusqu'à l'Algérie, jusqu'à Alger plus précisément. Et deuxième chose, c'est pour la première fois ce mouvement politique a réalisé l'union entre le Maghreb et l'Andalousie. C'est la première fois que ça se réalise concrètement sur le terrain. Il y a eu des tentatives, notamment au Xe siècle, au XIe siècle, mais qui n'ont pas véritablement abouti à des résultats concluants. Troisième élément, c'est la question de la réforme religieuse qui a été menée par les Almoravides sous, bien évidemment, la bannière du malikisme, un malikisme dominant, devenu véritablement à partir de cette période qui a toujours existé avant, mais qui est devenu véritablement la ressource juridique
sur laquelle les États postérieurs, y compris en partie les Almohades, qui ont créé une autre idéologie, mais le malikisme s'est imposé à partir de cette période. J'allais dire également avec les réalisations politiques, il ne faut pas oublier tout ce que les Almoravides ont porté en termes d'histoire de l'art notamment et de l'archéologie, les constructions, l'architecture qui est absolument extraordinaire. Et à côté de ça, bien évidemment, le fondement économique qui est fait sur le commerce transsaharien, le commerce de l'or qui a conquis le monde. Le dinar almoravide est devenu le dollar de l'époque médiévale qui a conquis pratiquement tout le bassin méditerranéen et bien au-delà. Donc le dinar almoravide, comme le dirham almohade, d'ailleurs, ça va continuer cette puissance monétaire, non ça... Exactement. C'est le fondement, on va dire, du commerce mondial à l'époque. C'est vraiment la monnaie d'échange qu'on a découvert d'ailleurs un peu partout, ne serait-ce que l'année dernière, dans la région de Cluny, en France, on a découvert un trésor avec plusieurs dinars almoravides. Et bien évidemment, dans la région d'Ilat, en Jordanie, l'Aqaba, et même parfois jusqu'aux pays scandinaves et tout ça. Donc c'est vraiment un outil d'échange économique très valorisé. Le Mourabitoun chrétien, qui ont refait exactement les mêmes frappes monétaires avec les mêmes légendes en arabe alors qu'ils sont des chrétiens, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui a porté très haut la domination politique de cette dynastie. On a parlé de la puissance monétaire des Almoravides et de leur maîtrise du commerce transsaharien. Ça nous donne l'occasion de rappeler qu'il y a une certaine logique dans tout ça, vu que ce sont des Sanhaja à la base, donc qui viennent du sud, on peut le dire. Exactement. C'est la tribu Sanhaja, qui est une tribu nomade, qui est composée de plusieurs clans. On peut citer les plus importants, les Goudala par exemple, par qui le mouvement a commencé, et les Lamtouna, qui ont en quelque sorte dominé le mouvement, grâce à Yahya ibn Omar, le premier conquérant, on va dire, de cette dynastie, et Abu Bakr ibn Omar, et puis après Youssef ibn Tashfin. Alors là, on est en 1040 avec Yahya ibn Omar, c'est bien ça. 1056 avec Abu Bakr ibn Omar. On va reparler, je crois, d'Abu Bakr ibn Omar quand on va parler un peu de l'Elazine. Je pense que c'est... Zainab Nafzaouia, exact. Ouais, il y a une histoire qu'il faut qu'on raconte. Il faut donc imaginer, parce que nous, on a toujours envie de construire un peu des images mentales. L'Itzem, il faut imaginer le foulard ou le voile masculin qui recouvre le bas du visage. Il faut imaginer des gens comme ça, plutôt sombres de peau. Voilà, c'est des Sahraouis de notre époque aujourd'hui, avec toujours le voile. C'est pour ça qu'on les appelle dans les sources le Moulathamoun. L'itham, en fait, l'utilisation de l'itham pour les hommes. Et bien évidemment, Al-Mourabitoun, en référence aux gens du Ribat. Sauf que, pour le moment, on n'a aucune attestation concrète de l'existence de ce Ribat, ce qui a poussé un des chercheurs à dire que finalement, les Ribats, qui est des monastères en fait, qui sont destinés à l'éducation religieuse, à la mise en place d'un effort de guerre, etc., etc., n'a jamais été attesté pour les Almoravides. Finalement, ceux qui ont porté le nom n'ont jamais eu leur Ribat concrètement identifié jusqu'à présent. Il y a des thèses sur ça qui disent, on ne le découvre pas, il est certainement vers le fleuve Sénégal. Mais véritablement, pour nous, en tout cas les archéologues, nous n'avons pas pour le moment la confirmation de l'existence de ce Ribat. Ce qui pourrait être aussi... Vous allez le trouver. Vous allez trouver, rassurez-nous. Alors, ou tout simplement, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est juste une idée de fraternité, de lien social, de lien idéologique entre les différentes composantes de ce mouvement. Ça pourrait être une interprétation, effectivement, qui pourrait justifier la non-découverte de ce Ribat. Alors, on va rester sur l'Empire. Alors, on a décrit sa taille. Je vous rappelle, quasiment du fleuve Sénégal jusqu'à la moitié de la péninsule ibérique, à l'est, une grosse partie de l'Algérie actuelle. On a parlé de la taille de l'Empire, on a parlé de la monnaie de l'Empire. Est-ce qu'il y a des symboles de l'Empire? Est-ce que ces gens avaient, un drapeau par exemple? Parce que le drapeau almohade, on l'a à peu près vu. Est-ce qu'il y a un drapeau almoravide?
Alors en fait, pour les Almoravides, nous n'avons pas, à l'image de ce que nous avons pour l'époque almohade, nous n'avons pas de drapeau qui est arrivé jusqu'à nous. Mais on a effectivement tout un tas de récits historiques qui décrivent en quelque sorte notamment l'armée almoravide avec des tambours qui justement font peur aux chrétiens notamment et donc à leurs ennemis. Et au-delà de ces aspects, on va dire, littéraires, nous n'avons pas de matériaux concrets, mis à part, bien évidemment, les tissus qui sont destinés, des tissus qu'on utilise dans les maisons, etc., qui sont d'une très grande qualité, mais on n'a pas trouvé de bannière. D'accord, on n'a pas trouvé de bannière? Non. D'accord. Mais vous avez trouvé des boucliers, par contre, non? Vous avez trouvé des boucliers pour les Alors, les soldats? boucliers, parce que c'est des boucliers qui sont très spéciaux, qui sont de taille très grande, et qui sont en fait en peau, qui s'appellent d'ailleurs lamtiyin, en référence à la tribu Lamta, qui sont très caractéristiques de cette époque et dont on trouve encore quelques réminiscences dans la tradition touareg, etc. Dans les musées, par exemple, américains, on en a quelques exemples de ce genre. Mais archéologiquement parlant, on ne trouve que des parties, en fait, que des pièces métalliques qui s'incrustaient, en fait, dans ces pièces. On en a trouvé au Maroc, et on a beaucoup trouvé au Mali, notamment dans une ville qui s'appelle Gao, qui remonte au XIIe siècle, et on en a trouvé également en Andalousie. Et donc, à partir de ces pièces, on a pu reconstituer en quelque sorte l'armement de l'époque et les éléments de la tradition guerrière almoravide. On va revenir sur la guerre, parce que la guerre a quand même été la constante de toute la période almoravide, que ce soit vers le sud, que ce soit vers l'est, que ce soit au nord, contre les Belrois, au début du règne, ou même l'épopée andalouse contre les royaumes chrétiens, ensuite contre les bref, ça a été une période très, très agitée. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des grands guerriers? Voilà ma question. Est-ce qu'on peut dire que les Morabitans sont de grands guerriers? Alors c'est ça leur force de frappe, effectivement. C'est des très grands guerriers qui ont en quelque sorte soumis le Maroc jusqu'à la région de Marrakech en quelques années. Il faut dire qu'en 1055, ils sont arrivés à Sijil Massa, donc un foyer névralgique de commerce transsaharien. Et puis après, 2 ans après, ils sont dans la région de Marrakech. C'est-à-dire ils ont soumis toute cette partie du Maroc d'une façon assez rapide, très rapide. Le problème leur est posé essentiellement par les Borwata. Dans le nord. Au nord, qui est dans la région de Tamsna, région de Chaouia, entre l'actuelle région de Rabat jusqu'à la région d'Ezmour à peu près. Donc en 1059, Abdallah ibn Yassine, qui est le porteur, le faqih de ce mouvement, meurt dans un combat contre les Borwata. Et c'est on va dire, la résistance la plus importante que les Almoravides ont confrontée. Et tout de suite après, d'ailleurs, Youssef ibn Tachafine a pris les choses en main. Et c'est lui qui a conquis le reste du Maroc jusqu'à la fin des 1075-1080 environ. Pour, à partir de 1086, conquérir l'Andalousie grâce notamment à une très grande bataille, Zalaqa, contre les chrétiens, contre Alphonse VI. Alors on va arriver à la bataille de Zalaqa, on va juste rappeler que Youssef ibn Tachfine et les troupes almoravides sont rappelés en renfort, si j'ai bien compris, par les pouvoirs musulmans locaux qui avaient en face des royaumes chrétiens qui essayaient de reprendre la péninsule. Et alors moi, je ne sais pas ce que ça vaut, vous allez peut-être me contredire, mais et c'est effectivement sur la péninsule ibérique que Youssef ibn Tachfine va rentrer dans l'histoire, avec, alors je lis un premier débarquement avec 20 000 fantassins, 7 000 chevaux. C'est le débarquement qui va donner la bataille de Zalaqa. Est-ce que c'est un chiffre qui vous semble logique, ça, 20 000 fantassins et 7 000 chevaux? Exactement. Donc c'est une invitation en fait qui a été faite par les savants andalous, qui sont bien évidemment, l'Andalousie se trouvait, comme le Maroc d'ailleurs, complètement émietté en petits roitelets en fait régionaux. Le Mu'tamid par exemple, Ibn Abbad dans la région de Séville, cours d'eau jusqu'à la région de Selvesh au Portugal actuel, et les Sanhaja dans la région de Grenade, dont le roi a été ramené plus tard, et on peut en discuter après, à Armat, Abdullah ibn Bouloukhin. Et on a d'autres régions, le Moutawakkil par exemple dans la région de Badajoz, etc., etc. Donc c'est
C'est une situation politique intenable eu égard à la pression exercée par les chrétiens, qui commencent à reconquérir des espaces. Et donc la seule solution, c'est de faire appel à la force de l'époque, c'est les Almoravides. Les Almoravides ne voulaient pas participer à cette guerre en quelque sorte immédiatement. Donc c'est pour ça que Youssef Muntashafin a sollicité les avis juridiques, notamment de Ghazali et de Tartouchi, de grandes sommités, on va dire religieuses de l'époque. L'un est en Irak, l'autre est en Égypte, et qui leur ont donné l'autorisation de renforcer en quelque sorte la présence musulmane en Al-Andalus. Et vient donc cette bataille de Zalaqa, dont l'objectif n'était autre que, en fait, de limiter la reconquête chrétienne, qui s'est soldée par une victoire éclatante. Mais tout de suite après, en fait, les Rouatelais se sont en quelque sorte dispersés contre cette force chrétienne. Et donc, il a fallu que Youssef Muntashafin prenne la décision, claire et nette, d'annexer en fait l'Andalousie. D'accord. Donc, on est en 1086. Si je reformule ce que vous m'avez dit, Youssef Muntashafin domine les chrétiens à la bataille de Zlaqa, mais il se rend bien compte qu'autour de lui, l'Andalousie n'est pas gérable telle qu'elle est, quoi. C'est une succession de petits roitelets de peu d'envergure, et il va les rapatrier, ces roitelets, à Hermet, si je ne me trompe pas, pour prendre le contrôle directement. C'est bien ça? Exactement. Une sorte de... Exactement. Voilà. Dans Ben Abbad. Dans Ben Abbad, effectivement, c'est une décision assez radicale, mais il est bien évidemment fondé sur les avis juridiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et Armat, à l'époque, c'était l'une des plus grandes villes du Maroc. Grande capitale, la première capitale almoravide avant la fondation de Marrakech. Les fouilles archéologiques ont déterminé la valeur et l'importance de ce site aujourd'hui. Et puis, bien évidemment, il a annexé l'Andalousie en démettant de leurs fonctions, bien évidemment, tous les rois. Ceux qui ont accepté de se soumettre à cette décision, comme le Mu'tamid ibn Abbad et Abdullah ibn Bouloukhin, il les a bien évidemment mis sous résidence surveillée à Armat. Les autres, et notamment le Moutawakkil, le prince de Badajoz, a été mis à mort en fait, immédiatement après. Donc ça veut dire en fait que la décision d'annexer l'Andalousie ne peut plus être soumise à discussion. La décision est prise, il doit être mené jusqu'au bout. Derrière cette décision d'annexer l'Andalousie, de la gérer directement, de rapatrier en résidence surveillée ceux qui se dressent contre lui, il y a un petit choc culturel quand même qu'on peut lire dans la littérature entre des hommes du Sud plutôt durs, plutôt austères, plutôt guerriers, un peu l'aristocratie guerrière, et les Andalous plutôt raffinés, qualité de vie nettement supérieure et un peu habitués au luxe. On sent bien que des deux côtés, il y a, comment dirais-je, il y a un petit choc culturel, hein. Le guerrier voit le citadin comme étant un peu mou, et le citadin voit le guerrier comme étant un peu inculte, c'est bien ça? Brut. Ouais, brut, voilà. Alors c'était véritablement le premier choc. Les textes ne parlent, on va dire, de la surprise effectivement de Youssef Muntashafin en se rendant pendant sa première traversée en Andalousie, donc reçu par Mu'tamid ibn Abbad dans un décor faste, avec des richesses extraordinaires et véritablement, donc au lieu d'être effectivement d'apprécier le geste du roi Ibn Abbad qui a une culture, quelqu'un qui est versé dans la littérature, dans la poésie notamment, jusqu'à la fin de ses jours d'ailleurs à Armat, ça a créé une distension véritablement choquante chez Youssef Muntashafin. C'est pour ça que sa décision de conquérir, on va dire, l'Andalousie se tramait en quelque sorte dès cette période. Parce qu'il savait pertinemment que la résistance andalouse ne peut pas se faire avec ce genre de niveau de vie extrêmement fin, avec des recherches, avec de l'or qui est disponible dans tel recoin du palais d'Ibn Abbad, etc., etc. Tous ces détails ont choqué véritablement. Et ça, on le verra plus tard, même sous les Almoravides, quand ils ont administré dans cette région, il y a toujours ce rapport en fait de supériorité, d'infériorité vis-à-vis des Almoravides. Et l'un de leurs secrétaires, Ibn Abil Khisal, leur reproche
pratiquement à la fin de la dynastie, leur reproche en quelque sorte ce caractère brut, au point où, venant d'un commis d'État en fait de l'époque, c'était un peu choquant. D'accord. Est-ce qu'il est vrai qu'il y a eu un décret qui a été promulgué pour demander aux Andalous de ne pas s'habiller comme les Almoravides, c'est-à-dire de conserver un peu les attributs de l'aristocratie guerrière comme étant réservés aux vrais guerriers? Ça existe, ça? Exactement, ça c'est une lettre d'Ibn Abil Khisal, effectivement, ce secrétaire des Almoravides, qui a vraiment annoncé qu'effectivement qu'il faut séparer entre les Almoravides et les non-Almoravides, par la tenue vestimentaire, etc. Ça en dit long sur le rapport entre les deux communautés. On a parlé donc de ce choc culturel, on a parlé il y a une liste de batailles qui est longue, hein, en Andalousie, hein. Il y en a des bonnes dizaines là sous les yeux, entre 1056, 1080, 1097, 1108, etc. Est-ce qu'il y avait un génie militaire almoravide, quelque chose de spécial à raconter sur leur façon de mener des batailles? Comment on peut expliquer qu'ils aient comme ça tenu en Andalousie? Est-ce que vous avez envie de mettre en avant une compétence particulière, à part ce côté un peu dur des hommes du désert, un peu austère, un peu résistant? Est-ce qu'il y avait un truc, quoi? Alors, il y a surtout l'organisation militaire qui est mise entre les mains des Almoravides, en fait, des gens de la famille de Youssouf Mtachafin, avec, bien évidemment, des hommes charismatiques comme Sir Ibn Abu Bakr, par exemple, qui était un guerrier qui a soumis l'Andalousie à coups d'épée, en fait. Et à l'intérieur même de l'armée almoravide, il y a une organisation, bien évidemment, militaire très ouverte sur les autres tribus, ce qu'on appelle l'Hacham, en quelque sorte, c'est-à-dire une armée tribale qui peut venir de toutes les tribus de l'Empire, mais également et surtout une armée professionnelle. C'est la première fois qu'on a véritablement une armée en nombre très important qui dépend directement de l'État et donc qui ont des soldes très précises. Et ce qu'on trouvait à l'époque en Orient, le Diwan al-Jund, par exemple, avec des salaires très précis, mensuels pour chaque guerrier, tout ça. Et également le fait que les Almoravides ont recruté la milice chrétienne. Notamment à la fin de leur empire, ils ont fait appel à une milice catalane, notamment, ce qu'on appelle dans les sources Rebirtir, par exemple, en fait partie, le réverter, en fait, qui sont effectivement des cavaliers. C'est de la cavalerie, en fait, chrétienne, dont on trouve encore aujourd'hui, notamment à Église, qu'on a mentionné tout à l'heure, quelques éléments, notamment des pièces d'armes qui sont très spécifiques à cette milice. Et notamment la tenue en maille de fer qu'on a découvert à Église, pour la première fois au Maroc. D'accord, on a beaucoup parlé de guerre, on va parler un peu de construction, on va parler de Marrakech. C'est les Almoravides qui construisent, enfin qui démarrent par un simple camp Marrakech, qui va devenir Marrakech. Exactement. C'est la première fois qu'on déplace la capitale d'Armat vers Marrakech. Armat a servi de capitale à peu près une dizaine d'années. Et vu les relations, on va dire, tribales, relativement tendues entre les Sanhaja et les Masmouda, les occupants d'Armat et du Haut-Atlas d'une manière générale, bien évidemment, ces derniers ont demandé, notamment à Zainab Nafzaouia, qui est une native d'Armat, de participer à la prise de décision de déplacer la capitale vers Marrakech, vers un terrain commun entre plusieurs tribus Masmouda. Et donc, il proposait d'installer cette ville qui est stratégiquement pas du tout intéressante, parce qu'il y a un manque d'eau, mais qui offrait un espace extrêmement grand pour notamment la vie nomade des Almoravides. Il faut savoir que jusqu'à la fondation de Marrakech vers 1070, les Almoravides se sont installés dans des tentes, en fait, aux alentours d'Armat. Et donc, cette situation ne peut pas créer une civilisation, ne peut pas créer un mouvement politique important et viable sur le long terme. Donc, c'est pour ça que la décision d'où ça vient la décision de fonder Marrakech. Alors, vous avez évoqué Lalla Zineb Nefzaouia, qui est la femme de Youssef Mtachfin, mais qui a été son quatrième époux, Youssef Mtachfin. Elle a été mariée 3 fois avant.
Et elle a été en particulier mariée à, si je me trompe pas, à Abou Bakr ibn Omar. Exact, C'est ça, oui. l'oncle de Youssef bin Tachfin. Il est parti faire la guerre, il a laissé sa femme à son neveu. Alors le deal, c'est effectivement que ce personnage historique extrêmement intéressant de Zainab Nafzaouia, qui est une femme extrêmement belle d'après les textes, extrêmement intelligente, qui est native d'Armat, mais dont la famille est originaire de Kérouan, ce qui fait qu'il a une très grande culture locale, justement, des us et coutumes de la région. Il a dans une première noce, il a épousé le cheikh de la tribu Ourika. En deuxième noce, le prince d'Armat, de la principauté d'Armat qui s'appelait la Côte al-Maghraoui, avec le petit émirat Maghraoua d'Armat, jusqu'à l'avènement des Almoravides, où à ce moment-là, il a épousé Abou Bakr ibn Omar, l'émir almoravide de l'époque. Ce dernier a été rappelé par Lycien au sud, suite à des problèmes justement très beaux au sein de la communauté almoravide du sud, du Sahara. Et donc, il a dû se séparer d'elle en disant à Youssef bin Tachfin qu'il trouverait chez elle la conseillère avisée. Et à ce moment-là, Youssef bin Tachfin l'a épousée. Et Abou Bakr ibn Omar, après avoir réglé les problèmes, est revenu vers Armat. Mais le conseil, bien évidemment, de Zainab à Youssef bin Tachfin lui a dit de vraiment de lui montrer qu'il n'est plus question qu'il revienne et que maintenant tu es le prince des Almoravides au Maroc. Alors quand on parle de Laila Zineb Ben Nafzaouia, on parle d'une dame qui a été très importante, pas seulement la femme de Youssef bin Tachfin, mais on parle de quelqu'un qui a quasiment régné sur Marrakech, qui a construit Marrakech, qui a conseillé son époux, qui a régné avec lui. Est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors en fait, il n'a jamais été à Marrakech, Zainab Nafzaouia. Il a toujours résidé à Armat jusqu'à la fin de ses jours. Il n'a jamais quitté Armat. Et quand on voit Armat de l'époque et Marrakech de l'époque, on peut imaginer pourquoi. Armat, c'est un écrin de beauté, de verdure, etc. Mais c'est une accumulation qui s'est faite sur le long terme, sur pratiquement 2 siècles d'histoire. Marrakech, il venait de commencer ce qu'on appelle Qasr al-Hajar, c'est-à-dire la partie de la Koutoubia actuelle. C'est là où les Almoravides ont installé leur palais, leur Qasba. Et donc, bien évidemment, l'intelligence de Zainab Nafzaouia a participé à la fondation de Marrakech. Et surtout au choix du site de Marrakech, en relation avec les tribus locales. Ça, c'est quelque chose d'absolument important. Donc, c'est un consensus que très probablement Zainab a mené entre les tribus et le pouvoir almoravide qui a permis la fondation de Marrakech. Et qui est véritablement un lieu très peu convenable pour l'installation d'une ville. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, parce que l'espace est désertique. Et on le voit encore que l'alimentation en eau de Marrakech vient toujours de Haut-Atlas, depuis toujours. D'accord, donc une dame avec un rôle politique, un rôle public. Hein. On ne parle pas de la femme on parle d'une femme politique, quoi, en fait. Exactement. Ce n'était pas la première de l'histoire du Maroc, mais là, pour le coup, on a, face aux gens qu'on a traités de brutes, finalement, le rôle de la femme, ici, avec les Almoravides, s'inscrit pleinement dans la continuité du rôle de la femme amazigh, que ce soit avec les Almoravides ou d'autres tribus, même pré-islamiques. On se rappelle de Kahina par exemple, on se rappelle d'autres femmes berbères qui sont les responsables politiques et non pas uniquement de femmes d'eux ou des accompagnatrices. Alors, on va dire un petit mot sur la doctrine parce que parallèle entre le mouvement almohade et le mouvement almoravide, c'est qu'il commence très souvent par une espèce d'explosion un peu messianique du Mahdi bin Soumart ou bien de Abdullah ibn Yassine, c'est ça? C'est pour, ça. Les Almoravides. Et systématiquement, ça commence avec une espèce de dureté, de recentrage sur la doctrine et d'application un peu littérale du Coran, d'attaquer toutes les déviances humaines. Et ça se termine systématiquement par une vie normale, quoi, en fait, à peu près. Exactement. Est-ce que je me Exactement. trompe C'est-à-dire que la puissance de la doctrine se heurte à la réalité de la vie, quoi.
Il faut bien qu'au lancement, bien évidemment, de la révolution, entre parenthèses, il faut bien qu'il y ait une exigence idéologique, et on le voit même aujourd'hui, une exigence idéologique qui est capable de soumettre tout le monde et surtout de mobiliser tout le monde autour d'une seule et unique question. C'est-à-dire que nous avons raison et les autres ont tort. Et à partir du moment où le cours de la vie redevient normal, bien évidemment, dans le cycle d'Ibn Khaldoun, bien évidemment, on retrouve la vie normale de chacun et que finalement, il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. La différence entre Ibn Tomart et Abdullah ibn Yassin est assez importante dans la mesure où Ibn Yassin n'a jamais quitté son territoire. L'essentiel de son savoir, il l'a eu dans la région de Sousse, notamment sous l'égide de Wajjaj ibn Zellou, dont le tombeau est actuellement à Aglo, dans la région de Tiznit, alors qu'Ibn Tomart, il a voyagé. Il a voyagé pendant 15 ans dans un voyage initiatique en quelque sorte, qui l'a emmené à s'abreuver en quelque sorte de savoir de l'époque, le mu'tazilisme, l'ash'arisme, un savoir oriental, qui lui a permis en fait de confronter les limites religieuses et idéologiques des Almoravides, qui sont dans une interprétation très littéraliste du Coran, au point où ils n'ont pas pu résister à ces arguments, en présence de l'émir Ali ibn Yusuf lui-même. L'évolution de la vie a été également facilitée, comme vous avez dit, par la connexion de plus en plus importante entre l'Andalousie et le Maroc. Ali ibn Yusuf étant un fils d'une Andalouse, qui est né en Andalousie, qui a pris le pouvoir à Marrakech après le décès de son père, mais dont la culture est andalouse, n'a plus rien à voir avec les origines de ce mouvement. Et c'est pour ça que dans l'architecture et dans la vie de tous les jours de cette époque, bien évidemment, on ressent un faste, on redécouvre ce qu'on reprochait en quelque sorte au roi des taïfas de l'Andalousie. Alors moi j'ai une petite question à vous poser. Les héritages almoravides, vu du sud, l'équipe de football de Mauritanie s'appelle Morabitoa. Je pense, j'ai lu quelque part, vous allez devoir me le confirmer, que dans les troupes qui ont débarqué en Andalousie pour livrer ces batailles contre les royaumes chrétiens, il y avait également des gens de la région, de l'ancien royaume du Ghana, du Sénégal, des Songhai, des gens comme ça. Exactement. Voilà, c'est un royaume très, très grand. Voilà, des combattants subsahariens, quoi. Enfin, exactement. Voilà. Donc, vu du côté mauritanien, c'est une dynastie mauritanienne. Exactement, c'est en quelque sorte un discours qui est très tardif, il faut le dire. C'est lié en fait à l'indépendance de la Mauritanie à la fin des années 60. Mais l'origine des Almoravides, bien évidemment, c'est la Mauritanie actuelle. Mais à l'époque, c'était une région qui est ouverte au pouvoir, de toutes sortes de pouvoirs, et surtout qui est complètement autonome. C'est un pouvoir tribal qui régnait dans cette région depuis très 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 longtemps, avec des confédérations tribales qui ont tenté à plusieurs reprises, d'ailleurs avant les Almoravides, de se rassembler et de créer des mouvements politiques. Ce mouvement politique a eu la chance de réussir, celui des Almoravides, et de conquérir progressivement, grâce à sa rigueur religieuse, de conquérir justement le nord. En commençant par Sijil Massa et ainsi de suite, ça on l'a déjà vu. Mais il est hors de question aujourd'hui de transposer les réalités géostratégiques de l'époque médiévale dans un débat actuel. Nos amis mauritaniens, justement, sont très sensibles justement à cette volonté que les Almoravides soient uniquement marocains, ou les Marocains sont très sensibles au fait que les Almoravides soient uniquement mauritaniens, etc. C'est un mouvement transsaharien qui a régné sur des réalités géostratégiques complètement différentes de celles d'aujourd'hui. L'idée de ma question, c'était pas de rentrer dans une guéguerre chauvine entre le Maroc et la Mauritanie sur l'appropriation culturelle des Almoravides. C'est pas du tout l'esprit de ce que je voulais dire. C'était au contraire de montrer comment, après 1000 ans, analyser ce qui s'est passé il y a 1000 ans avec les yeux d'aujourd'hui, les frontières d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens, tout simplement. Et c'est même un problème qu'on a aujourd'hui quand on analyse l'Andalousie. Quand aujourd'hui, on sait que pour traverser ces 15 kilomètres, il faut un visa,
Il y a enfin bref, un monde qui change. À l'époque, on était dans le même monde. Voilà, c'est ce que j'essaie juste de dire, quoi. Exactement, exactement. Mieux encore, la question, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre de ce mouvement dont les sources sont très limitées? Malheureusement, il n'y a que l'archéologie qui peut en quelque sorte, nous sauver pour comprendre un peu plus la vie quotidienne dont vous avez parlé tout à l'heure, etc. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce mouvement si on ne prend pas en considération tout ce qui a été découvert en Mauritanie, à Oudarous, à Azouqi, à Kombi Saleh, dans les sites mauritaniens? Qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce mouvement si on ne prend pas en considération tout ce qui a été découvert? Et c'est extraordinaire. En Andalousie, à Almeria, justement dans la région de Grenade, etc. Donc c'est véritablement un mouvement qu'il faut prendre dans ce sens avec des spécificités culturelles différentes d'une région à une autre. Dernier petit chapitre, c'est Abdullah. Ces Almoravides ont marqué l'histoire. Et ils ont marqué l'histoire, ils ont marqué les esprits, pas seulement de notre côté, mais du côté européen, par exemple. Le Cid, tragédie de Corneille, c'est bien un personnage, Cid, hein, c'est bien un personnage qui était... combattait les musulmans avec les royaumes chrétiens d'Ibérie, c'est bien ça, hein. C'est exactement. un personnage qui a existé, le Cid, voilà. Donc mon bras qui tant de fois a sauvé cet empire, qu'avec respect l'Espagne admire, ce bonhomme-là a fait sa gloire contre nos ancêtres, en fait, c'est bien ça. Exactement. Comment se fait-il que ces Almoravides aient marqué les gens au sud, les gens au nord, et que chez nous, on n'ait pas l'impression qu'ils aient beaucoup de crédit dans l'histoire telle qu'on nous la raconte? Alors je pense que véritablement c'est un problème... Excusez-moi, et pour terminer ma question, j'en veux pour preuve l'état de la tombe de Youssef Ntachfine à Marrakech, où il a fallu un buzz sur Internet pour lui donner un aspect respectable. Donc comment vous expliquez ça? Alors c'est une question purement idéologique, en tout cas pour les temps anciens. Idéologique dans la mesure où vraiment le passage des Almohades a été dévastateur à ce niveau-là, de la tradition almoravide. Il faut savoir que les Almohades ont en quelque sorte procédé par véritablement ce que eux appellent tmiyiz, c'est-à-dire véritablement déraciner tout ce qui est l'épuration et le déracinement de tout ce qui est en dehors de leur doctrine. Et ça a été dévastateur au niveau des ressources documentaires dont on dispose sur l'époque almoravide aujourd'hui, qui sont véritablement presque inexistantes. Deuxième chose, pour également quelques monuments de l'époque, et notamment, je donnerai deux exemples. Le premier, c'est la mosquée Ibn Youssef, qui est une fondation almoravide, et c'était la grande mosquée almoravide de Marrakech qui a été détruite, soi-disant pour purifier la ville de Marrakech après sa conquête en 1047. Et deuxième chose, le mihrab de Qarawiyyin, la grande mosquée Qarawiyyin, qui est un foyer de doctrine malikite au Maroc. Quand les Almohades ont conquis la ville, les responsables, on va dire, religieux de Fès ont essayé de colmater en fait les décorations sur plâtre qui garnissaient, on va dire, le mihrab de la mosquée. Et effectivement, toute cette partie-là a été occultée, en quelque sorte, jusqu'aux dernières années, notamment avec les découvertes de niveaux almoravides sous l'actuel Qarawiyyin, qui a véritablement mis en exergue une richesse culturelle inimaginable. Deuxième élément qui est important, c'est que la redécouverte justement de notre patrimoine est relativement récente. Ce qui fait que Youssef Ntachfine ou l'archéologie ou le patrimoine n'est pas très porteuse, c'est on va dire une culture qui n'est pas très porteuse au niveau de la société marocaine. Et donc il faut un mouvement sociétal pour arriver justement à mobiliser autour de ces questions. Et je pense que véritablement cette émission permet de redécouvrir et surtout de découvrir, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, l'histoire de cette partie, l'histoire marocaine d'une manière générale. Merci beaucoup, c'est Abdullah, grâce à vous aussi qu'on arrive à comprendre un peu notre passé et à reconstituer un petit peu les fragments. C'est pas facile, mais on a la chance d'avoir des gens comme vous pour nous y aider. Merci à tous les auditeurs de Radio Ma'arif. Restez là et partagez nos podcasts pour les faire connaître autour de vous. C'est avec passion qu'on les fait et on aimerait bien que cette passion soit partagée par ceux qui nous écoutent. Salut les amis.
Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.